les super porte-avions modernes de la marine américaine, plus de 80 000 tonnes de politique étrangère américaine en mouvement. Chacun de ces incroyables navires transporte plus de puissance de feu que la plupart des nations sur Terre et sont donc l'expression ultime de la puissance militaire américaine. On dit que chaque fois qu'il y a eu une crise quelque part dans le monde au cours des 80 dernières années, la première question que le président américain en exercice a posée est « Où se trouve le porte-avions le plus proche ?» Le premier véritable super porte-avions était l'USS Kitty Hawk CV-63, mis en service dans l'armée américaine le 29 avril 1960, et à une époque où un grand nombre de porte-avions de l'époque de la Seconde Guerre mondiale servaient encore dans la flotte. Ces super armes de la Seconde Guerre mondiale étaient à peine la moitié de la taille de Kitty Hawk, mais c'est leur expérience de combat durement acquise qui a rendu le super porte-avions possible. Le Kitty Hawk a incorporé toutes les leçons de la Seconde Guerre mondiale et semblait donc à des années-lumière de l'époque de ses prédécesseurs à pont en bois droit. Cependant, pendant les dernières étapes de la guerre, il y avait un porte-avions en service, bien que brièvement, qui en termes d'échelle pourrait au moins être considéré comme un précurseur direct du navire révolutionnaire de 1961. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner l'arrière-plan, la conception et les destins ultimes du Shinano, de la marine impériale japonaise, le super porte-avions malheureux de la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans les guerres du monde. Après l'armistice du 11 novembre 1918, les planificateurs navals ont été contraints d'accepter le fait que la guerre avait démontré que les cuirassés, qui régnaient autrefois en maîtres sur les hautes mers, n'étaient plus le dernier mot en matière de guerre navale. En étudiant le bilan des combats des cuirassés, ils avaient joué un rôle beaucoup moins décisif qu'on ne l'avait anticipé avant 1914, tandis que des navires plus petits comme les croiseurs et surtout les destroyers assumaient une multitude de rôles tout en coûtant seulement une fraction à construire. De plus, l'introduction de torpilles à haute explosion motorisée signifiait qu'un petit destroyer avait désormais la puissance de feu pour défier sérieusement un cuirassé. Mais c'est cette nouvelle arme, couplée à deux autres innovations dans la guerre navale, qui semblait vraiment signaler la fin de CS Goliath naval. Premièrement, le sous-marin s'est avéré très tôt dans la guerre, capable de neutraliser même les plus grands cuirassés, souvent sans que l'équipage cible ne sache qu'ils étaient attaqués jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Deuxièmement, les avions avaient considérablement augmenté leur capacité pendant la guerre, au point qu'ils étaient passés de type d'observation léger à la capacité de transporter de grandes torpilles et de lourdes bombes. Cependant, on ne peut pas simplement changer l'ancienne mentalité du jour au lendemain après environ 80 ans de construction de cuirassés motorisés avec la philosophie que plus c'est gros, mieux c'est. Confrontés à cette nouvelle réalité des avions et des sous-marins, les planificateurs navals se sont divisés en deux camps distincts. Ceux qui s'accrochaient à l'idée que, quoi qu'il arrive, la puissance de feu et l'armure du cuirassé le maintiendraient en tête dans tout futur conflit naval, et les autres qui voyaient le cuirassé comme approchant rapidement de l'obsolescence et pensaient que l'argent et les ressources qu'il consommait seraient à des mieux investis dans de nouveaux systèmes d'armes. Pour ce dernier groupe, le traité naval de Washington de 1922 a aidé à faire pencher la balance en leur faveur, puisque l'accord visait à limiter le nombre de cuirassés naviguant dans les océans du monde, dans le cadre d'un effort diplomatique global visant à prévenir une autre grande guerre. Cela signifiait également qu'un certain nombre de coques de cuirassés entreposées dans les chantiers de construction étaient désormais techniquement illégales, et donc beaucoup ont été convertis en certains des premiers porte-avions. Cependant, le débat sur la question de savoir si le cuirassé ou le porte-avions serait roi à l'avenir n'a jamais été vraiment réglé avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, malgré les preuves croissantes que les cuirassés devenaient encore plus vulnérables avec la montée continue des avions et des sous-marins. Mais la vieille garde qui soutenait les cuirassés était tout simplement trop forte pour être délogée. Seules deux des grandes puissances issues de la Grande Guerre semblaient quelque peu exemptes de ce débat,
bien que pour des raisons radicalement différentes. Le premier était l'Union soviétique, qui, suite à la révolution d'octobre, s'est retrouvée à hériter d'une flotte hétéroclite de divers vieux cuirassés datant de l'époque de la marine du tsar. Avec le nouveau régime soviétique presque uniquement préoccupé par la guerre terrestre étant donné l'étendue de ses frontières, l'armée rouge a toujours été prioritaire. La marine soviétique mettant au rebut tous ses cuirassés, sauf 4, ne conservant que les 4 numéros récemment achevés de la classe Gangut, et même ceux-ci ont été largement négligés. L'autre puissance était le Empire du Japon, qui depuis le début du XXe siècle était en voie de devenir la première véritable superpuissance asiatique. Étant une nation insulaire, la marine impériale japonaise a pris une importance particulière lorsqu'il s'agissait de protéger l'Empire, en particulier lorsque les dirigeants japonais ont commencé leur plan d'expansion, plus loin, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, c'est eux qui les mettraient presque certainement en désaccord avec les anciennes puissances européennes et américaines. Renforçant sa puissance dans les années 1920 et 30, le Japon a produit une vaste flotte de surface, principalement des destroyers et des croiseurs, mais a également été l'un des rares à lancer de nouveaux cuirassés dans l'ère immédiate d'après-guerre, à savoir les 2 navires de la classe Nagato. En même temps, et avec l'aide officielle et parfois non officielle d'ingénieurs britanniques, le Japon construisait également une flotte importante de porte-avions et acquérait une expérience vitale dans les opérations de combat naval pendant le conflit grandissant en Mandchourie. Sous la direction de leaders doués tels que l'amiral Yamamoto, le Japon construirait la flotte de porte-avions la plus puissante du monde d'ici 1940 et soutenu par une grande force de bombardiers basés à terre. Ainsi, le Japon était probablement l'une des marines les plus équilibrées du monde en termes de technologie et de doctrine opérationnelle. Mais même ainsi, il y avait ceux dans la direction japonaise qui exprimaient toujours le désir de produire un nouveau cuirassé ultra-moderne qui pourrait défier n'importe quel cuirassé des marines américaines ou royales. Entre 1934 et 1937, la marine japonaise a étudié 23 propositions distinctes pour leur nouveau super cuirassé, du genre que le monde n'avait jamais vu avant de se fixer sur une configuration finale qui a été immédiatement commandée en construction sous un voile de secret absolu. Pesant près de 2 fois plus que la précédente classe Nagato, soit 71 000 tonnes à pleine charge, les Japonais prévoyaient 4 de ces cuirassés impressionnants qui seraient équipés de 9 énormes canons principaux de 18,1 pouces les plus grands jamais montés sur un cuirassé. Ce canon incroyable pouvait tirer des obus à haute explosion de 3240 livres jusqu'à une portée de 41 km. Les nouveaux super cuirassés étaient prévus pour défier délibérément les cuirassés américains, sachant que les Américains étaient limités en taille de navire par le vital canal de Panama. Tout cuirassé américain construit qui pourrait sérieusement défier le nouveau super cuirassé japonais ne pourrait pas passer par ce canal. Ainsi, s'ils devaient être déployés depuis des chantiers ou des bases sur la côte Est, il leur faudrait énormément de temps pour naviguer autour de la pointe de l'Amérique du Sud, pendant laquelle les navires japonais pourraient faire des ravages. Même alors, les Japonais n'étaient pas satisfaits et envisageaient déjà de construire des navires de suivi avec des canons de 20 pouces. Pour référence, les cuirassés de classe Iowa des États-Unis étaient équipés de 9 canons de 16 pouces dans une coque juste 2/3 de la taille des nouveaux navires japonais. Le premier de la classe, Yamato, a été achevé à peine 1 semaine après l'attaque de Pearl Harbor et a rapidement servi de navire amiral à l'amiral Yamamoto. Il a été rapidement suivi par le deuxième supercuirassé, Musashi, et de grandes choses étaient attendues d'eux. Et pourtant, presque immédiatement, ces incroyables navires, qui méritent à juste titre le titre de cuirassé ultime, se sont retrouvés à jouer les seconds rôles face aux porte-avions japonais. En plus de dévaster la flotte américaine à Pearl, les avions japonais avaient également remporté une autre victoire clé pour la marine impériale japonaise lorsqu'ils ont coulé les navires de guerre britanniques HMS Prince de Galles et HMS Repulse. Ils ont également été le facteur décisif lors de la bataille de la mer de Corail, au début du mois de mai 1942. Ce qui est si fascinant dans cette bataille particulière, c'est que les navires des 2 côtés ne se sont jamais vus, les armes utilisées étant des avions, les canons des navires ne servant qu'à la défense. Avec cette nouvelle réalité finalement acceptée par les amiraux du monde entier, la perte de 4 porte-avions japonais lors de la bataille de Midway, en juin 1942, a été perçue comme le point où les plans de Tokyo pour la conquête du Pacifique ont brutalement pris fin. C'était un coup dont le Japon ne se remettrait jamais.
Pendant ce temps, malgré toute la fierté et le prestige que leur conférait le peuple japonais, les super cuirassés ont eu des carrières de combat plutôt peu inspirantes, ne tenant jamais leurs promesses, jusqu'à ce que tous deux soient finalement coulés par des avions américains dans les dernières étapes de la guerre. La vérité était que, si ces cuirassés avaient disparu 20 ans plus tôt, ils auraient été invincibles. En fait, ils subissaient un sort semblable à celui des samouraïs, maniant l'épée de l'ancien temps, lorsqu'ils étaient confrontés à des ennemis équipés de nouvelles armes qui pouvaient tuer à distance. Le 4 mai 1940, un troisième cuirassé, construit selon les spécifications impressionnantes du Yamato, a été posé au chantier naval de Yokosuka et lors de l'éclatement de la guerre avec les États-Unis, la coque, qui devait être baptisée Shinano, avait été construite jusqu'au pont principal. Les travaux avaient également commencé sur un quatrième navire désigné uniquement sous le numéro de coque 111, mais était à un stade nettement moins avancé. La construction a ensuite été interrompue immédiatement après l'attaque de Pearl Harbor, et dans les mois qui ont suivi, des questions sur la nécessité de ces deux nouveaux super cuirassés ont commencé à se poser dans l'esprit des amiraux japonais. Les pertes lors de la bataille de Midway n'ont fait qu'alimenter l'opposition grandissante à la construction de cuirassés aussi coûteux, surtout que la marine japonaise essayait désormais de remplacer leurs porte-avions perdus. Un certain nombre de navires civils en possession japonaise ont rapidement été mis en chantier et ont été reconstruits en porte-avions équipés, y compris le paquebot allemand SS Scharnhorst, qui s'est retrouvé piégé au Japon au début de la guerre. Malheureusement pour les Japonais, ces navires manquaient souvent de nombreuses caractéristiques associées aux véritables porte-avions, étant parfois simplement des pistes flottantes. Comme si cela ne suffisait pas, la direction navale japonaise semblait également se débattre avec ce programme de porte-avions de fortune, prenant souvent des décisions étranges et carrément déconcertantes, qui consommaient du temps et des ressources pour très peu, voire aucun, bénéfice. C'est dans ce contexte désespéré que les Japonais ont commencé à regarder l'immense coque du 3e Yamato classe à Yokosuka et à envisager sérieusement de reconvertir le navire en porte-avions surdimensionné. Après avoir mené des études de faisabilité, les résultats sur papier se sont avérés stupéfiants et pourraient théoriquement aider à résoudre de manière significative la situation de plus en plus désastreuse des porte-avions du Japon, pour ne rien dire de moins. Équipé d'un pont d'envol s'étendant sur toute la longueur du navire et d'un pont de hangar en dessous pour le stockage et l'entretien des avions, le porte-avions résultant serait le plus grand jamais mis à la mer avec une marge considérable, s'étendant sur 840 pieds de long à la ligne de flottaison, déplaçant 68 000 tonnes, même sans ces avions, et possédant une aile aérienne, pouvant accueillir jusqu'à 150 chasseurs et bombardiers torpilleurs. Pour comparaison, il était plus de 2 fois la taille du porte-avions de la flotte USS Essex de la marine américaine. Alors que le travail commençait, il est devenu clair que ce ne serait pas une simple conversion. Une grande partie de la machinerie et de l'infrastructure pour son rôle de cuirassé avait déjà été mise en place et allait devoir être retirée pour faire de Shinano le super porte-avions qu'on espérait qu'elle serait. Cependant, c'est à ce moment-là qu'une autre ligne de pensée a commencé à s'insinuer concernant l'utilisation du navire. Maintenant, il y avait ceux dans l'amirauté japonaise qui voyaient plutôt le Shinano non pas comme un porte-avions opérationnel, mais plutôt comme un porte-avions de soutien. Selon ce nouveau concept, le Shinano agirait comme un navire de ravitaillement flottant pour d'autres porte-avions, transportant du carburant, des munitions, des pièces de rechange et d'autres fournitures. Pendant le combat, les avions d'autres porte-avions atterriraient sur le porte-avions surdimensionné, se ravitailleraient et se réarmeraient, puis décolleraient pour une autre mission de combat. On croyait que cela augmenterait considérablement le taux de rotation des avions de guerre japonais dans n'importe quelle bataille. Mais cela a été vu comme un gaspillage du navire par ceux qui voulaient que le Shinano soit un véritable porte-avions de flotte. Ainsi, le Shinano s'est retrouvé au centre d'une lutte bureaucratique entre les camps opposés. Au final, ceux en faveur de l'idée de porte-avions de soutien ont remporté le débat. Mais les travaux de conversion ont été lents et frustrants en raison de plusieurs facteurs, notamment la menace croissante des avions américains survolant les îles principales. Ce ne serait pas avant le 8 octobre 1944 que le Shinano serait lancé. À ce moment-là, les amiraux japonais réclamaient que le navire entre dans la lutte contre les Américains, ayant juste perdu 2 porte-avions de flotte supplémentaires et un porte-avions d'escorte lors de la bataille de la mer des Philippines le 19 juin 1944.
Puis le 24 octobre, l'un des prédécesseurs cuirassés du Shinano le Musashi a été coulé par des avions américains de la force opérationnelle 38. Dès le début, le navire était entouré d'une aura de malheur. Lors de la cérémonie de lancement, le navire a été légèrement endommagé lorsqu'une des structures étanches, retenant l'eau de mer à l'extrémité du quai, s'est détachée, laissant entrer un flot d'eau qui a déplacé le porte-avions vers l'avant, le faisant heurter le quai. Ceci a été vu comme un mauvais présage par les témoins. En novembre, le navire avait presque pris sa forme finale, arborant un pont d'envol de 839 pieds de long qui, suite à l'expérience de la bataille de Midway, était blindé à une profondeur de 2,95 pouces. Comme la plupart des porte-avions japonais de l'époque, le Shinano était bien armé avec 16 canons de 5 pouces, 145 canons anti-aériens de 25 mm et 336 lance-roquettes anti-aériens de 5 pouces. Une fois opérationnel, on s'attendait également à ce que le porte-avions de soutien dispose d'une aile aérienne défensive d'environ 40 chasseurs. L'énergie était dérivée de 12 chaudières à tubes d'eau, générant 150 000 chevaux-vapeur, qui actionnaient 4 énormes hélices, permettant au porte-avions d'atteindre une vitesse maximale de 28 nœuds, un chiffre impressionnant pour un porte-avions de sa taille. La détection d'un avion de reconnaissance américain survolant Yokosuka a ébranlé les nerfs des amiraux japonais alors que le Shinano commençait une série d'essais en mer limitée. Sous le commandement du capitaine Toshio Aba, officiellement commissionné dans la flotte le 19 novembre 1944, Aba a reçu l'ordre de naviguer avec le super porte-avions vers Corée dans la préfecture d'Hiroshima, où l'on pensait qu'il serait plus à l'abri des attaques aériennes américaines. Toutefois, Abe a contesté ces directives. Il restait encore beaucoup de travail à faire, y compris un certain nombre de dispositifs de sécurité qui n'étaient pas terminés, tandis que l'équipage à bord n'était ni au complet ni totalement formé, le forçant à recruter des ouvriers de quai familiers avec le navire pour les rejoindre en mer. Cependant, les amiraux japonais ne prenaient aucun risque, craignant une attaque américaine à tout moment, et lui ont ordonné de prendre la mer le soir du 29 novembre 1944, espérant que l'obscurité protégerait le porte-avions de tout avion américain errant. Aucun chasseur ou bombardier n'était à bord lorsque le navire a quitté le port. Au lieu de cela, le Shinano transportait 50 bombes planantes Kamikaze Oka à un homme et 6 bateaux suicides Shinyo qui étaient livrés à Corée avant d'être expédiés vers les lignes de front. Escortant le porte-avions, il y avait 3 destroyers, tous récemment revenus du combat. Il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant qu'Abe soit informé que le groupe de porte-avions avait pris conscience de la présence d'au moins un sous-marin américain dans la zone, qu'il a supposé pourrait faire partie d'une meute de loups américaine. Cependant, inconnu des Japonais, un seul sous-marin américain était à proximité, à savoir l'USS Archerfish sous le commandement du commandant Joseph F. Enright. L'équipage d'Enright naviguait en surface lorsqu'ils ont détecté le porte-avions et l'ont d'abord pris pour un pétrolier en raison de sa taille. Mais en tentant de viser les cibles, le sous-marin plus lent n'a pas pu poursuivre. Puis, à la surprise d'Enright, la cible a commencé à zigzaguer, ralentissant considérablement sa progression et permettant à son sous-marin de la rattraper. Ce n'est qu'en se rapprochant qu'il a découvert qu'il suivait un porte-avions, et un grand à cela, alors il s'est préparé à attaquer. Ayant plongé pour commencer son attaque, peu après 300 heures, Enright a vu ses cibles tourner à l'est, et ce faisant lui a présenté une opportunité idéale. Un par un, à 315 heures, 6 torpilles ont été crachées sur le sous-marin de 1500 tonnes et envoyées directement sur le porte-avions de 68 000 tonnes, et environ 60 secondes plus tard, 4 d'entre elles ont trouvé leur cible. La moitié arrière du porte-avions a été secouée par des explosions externes qui ont déchiré le navire, tandis que des jets d'eau jaillissaient le long de la coque. Pendant ce temps, Enright s'est enfui, sachant que les 3 destroyers chasseraient maintenant son sous-marin, bien qu'il et son équipage aient réussi à s'échapper sans dommage, malgré le largage de charges de profondeur. La raison du motif en zigzag que le Shinano avait pris était qu'Abe était sous l'impression qu'il y avait plus d'un sous-marin dans la zone. En tant que tel, le zigzag aurait rendu le navire plus difficile à attaquer. Il ne pouvait pas savoir qu'avec un seul sous-marin dans la zone, il avait effectivement permis au commandant Enright de rattraper et de lui présenter une cible qu'il ne pouvait tout simplement pas ignorer. Remorqué par les torpilles, l'eau a commencé à inonder le navire, qui a rapidement développé une liste d'environ 10 degrés à tribord. Cependant,
Abe était convaincu que les procédures de contrôle des dommages sauveraient le navire, et il a donc ordonné à la salle des machines de maintenir 18 nœuds dans le but d'échapper à une seconde attaque de la meute de loups dont il était si sûr qu'elle les entourait. Malheureusement pour lui et ses hommes, toutes les raisons pour lesquelles il avait protesté contre l'ordre de naviguer se manifestaient maintenant en dessous. Beaucoup des portes étanches prévues, qui auraient contenu l'inondation, étaient soit mal fermées par l'équipage terrifié, soit simplement pas installées avant de quitter Yokosuka. En conséquence, l'eau de mer continuait à s'infiltrer dans le navire, envahissant chaque espace qu'elle atteignait, même là où les portes étaient correctement installées et sécurisées. L'eau s'infiltrait par le biais de tuyaux et de fils endommagés qui n'avaient pas été rendus étanches lorsqu'ils traversaient les cloisons. Cependant, la situation était encore pire que cela. Les torpilles explosant avaient déclenché de nombreux incendies, et bien que le Shinano était équipé de matériel de lutte contre l'incendie, l'équipage n'était pas formé pour l'utiliser correctement. Dans certaines zones du navire, malgré la présence de tuyaux et de pompes à proximité, l'équipage a commencé à créer une chaîne de seaux, passant des seaux d'eau d'un homme à l'autre dans un effort vain pour éteindre les incendies. Les officiers supérieurs qui tentaient de contrôler la situation ont également dû faire face aux ouvriers de quai terrifiés qui avaient été forcés de servir à bord, refusant maintenant d'obéir aux ordres et exigeant qu'ils abandonnent le navire. Alors que les premières lueurs apparaissaient à l'horizon, des rapports sur la situation en dessous parvenaient à Abe, qui réalisait que la situation était bien pire qu'il ne l'avait initialement pensé. Il a finalement commencé à réduire sa vitesse, mais c'était trop peu, trop tard, et il a réalisé que son navire n'atteindrait jamais le noyau. Son seul espoir maintenant était d'essayer de corriger l'inclinaison croissante vers tribord en contrebalançant les salles des machines du côté bâbord, puis d'attacher des lignes de remorquage aux destroyers d'escorte, qui pourraient, espérons-le, traîner le navire blessé jusqu'à la côte, où il pourrait être échoué. Le contre-inondation a fonctionné brièvement, mais avant longtemps, l'inclinaison à tribord avait augmenté à tel point que les vannes d'entrée d'eau utilisées du côté bâbord pour équilibrer l'inondation étaient hors de l'eau et rendues inefficaces. Quant aux efforts pour échouer le puissant navire, les destroyers de 2000 tonnes étaient presque d'aucune aide pour essayer de déplacer le porte-avions, manquant de la puissance pour guider le Behemoth en train de couler n'importe où, pas que cela importait, car bientôt les câbles de remorquage ont cassé. Vers le milieu de la matinée, la liste a commencé à atteindre 30 degrés et Abe a finalement accepté que tout était perdu. À 10h18, il a ordonné à l'équipage de commencer à abandonner le super porte-avions mourant, comme c'était la coutume dans la marine japonaise. Le portrait de l'empereur et le tout nouveau drapeau immaculé de ce navire encore très neuf ont été récupérés par l'équipage, le portrait étant attaché au dos du sous-officier Yamagishi avant qu'il ne saute à la mer. Peu de temps après, le Shinano ne pouvait plus résister et a chaviré avant de disparaître sous les vagues à 10h55, emportant avec lui 1435 officiers, marins et travailleurs civils, y compris Abe. Lorsqu'il a coulé, le Shinano n'était en service dans la flotte japonaise que depuis 10 jours. Il reste le plus grand porte-avions à avoir été coulé en temps de guerre et le plus grand navire jamais coulé par un sous-marin. Le Shinano conserverait son titre de plus grand porte-avions jamais construit pendant près de 17 ans, jusqu'au lancement du USS Kitty Hawk de la marine américaine, qui l'a finalement détrôné en 1961. Et voilà l'histoire du Shinano. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.